Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du début du XXe siècle. Alors installez-vous pendant que nous partons pour la France. Pauline Picard, Benjamin de François et Marianne Picard est née en 1919. Elle vivait avec ses parents et ses 8 frères et sœurs dans une ferme du village isolé de Gossaludo, au cœur de la chaîne montagneuse de Montedere. Les Picard étaient de simples gens de la campagne, ne parlant que le breton, à l'exception de François, qui savait parler français. Dans les années 1920, la France rurale restait en grande partie à l'écart des commodités modernes. De nombreux villages étaient sans électricité. Les familles agricoles utilisèrent des lampes à huile et des charrettes tirées par des chevaux. La vie tournait autour du travail agricole, les familles s'occupant du bétail, labourant les champs et cultivant des récoltes pour subvenir à leurs besoins. L'eau courante était un luxe rare, la majorité des foyers utilisant puits ou ruisseaux pour leurs besoins quotidiens. Les femmes passaient de longues heures à cuire le pain dans des fours communs, à laver le linge à la main et à conserver la nourriture pour les mois les plus difficiles. La Première Guerre mondiale avait laissé des cicatrices à travers la France, mais dans les régions isolées, le changement arrivait lentement et les anciennes traditions restaient profondément ancrées. Les enfants, même aussi jeunes que Pauline, étaient censés aider avec des tâches simples, comme nourrir les poules ou balayer le sol. Les enfants plus âgés prenaient plus de responsabilités, aidant dans les champs, réparant les vêtements ou s'occupant des frères et sœurs plus jeunes. La vie était un effort commun, chaque membre de la famille ayant un rôle dans les tâches. Le 6 avril 1922, la petite Pauline, qui avait alors 2 ans et demi, est sortie jouer avec ses frères et sœurs. Le printemps en Bretagne avait apporté des jours plus doux et les champs commençaient à montrer une verdure fraîche. Les enfants profitaient du plein air, courant dans l'herbe et jouant à des jeux simples, comme ils le faisaient souvent lorsque le temps le permettait à l'heure du souper. Madame Picard appela ses enfants et ils accoururent tous rapidement à la maison. Personne ne voulait désobéir à leur mère, mais Pauline ne revint pas. Au début, Madame Picard pensa que la fillette s'était simplement éloignée vers une autre partie de la propriété, peut-être près du jardin ou de la grange. Mais lorsqu'elle appela de nouveau, cette fois un peu plus fort, il n'y eut toujours aucune réponse. Un sentiment d'inquiétude grandissant s'empara d'elle. Marianne commença à fouiller la maison et les environs immédiats, appelant sa fille. Mais le silence persistait et le sentiment que quelque chose n'allait pas s'accentuait. Le soir, la famille avait cherché partout dans la ferme sans trouver la moindre trace de Pauline. L'inquiétude grandit au fil des heures et à la nuit tombée, des voisins vinrent aider. Ils commencèrent à fouiller les champs voisins et les environs, appelant le nom de Pauline dans l'obscurité grandissante, mais leurs appels ne reçurent que le silence en réponse. Le lendemain, les recherches s'intensifièrent. La nouvelle se répandit, et bientôt tout le village fut impliqué. Ils fouillèrent les champs, inspectèrent les broussailles épaisses et s'aventurèrent près de la forêt, espérant trouver un indice menant à Pauline. Mais il n'y avait toujours aucune trace d'elle. Au fil des jours, l'incertitude pesait de plus en plus lourdement sur tout le monde. Personne ne pouvait dire avec certitude ce qui était arrivé à la petite fille, ni où elle était allée. Les recherches n'avaient rien donné et, sans réponse claire, les spéculations allaient bon train. Comme souvent lors d'une disparition, des théories ont émergé. Certains pensaient à un accident tragique, d'autres évoquaient un animal sauvage l'ayant emporté dans les bois. D'autres avaient une vision moins dramatique, pensant que des étrangers de passage dans la région avaient pu l'emmener. Pourtant, lorsqu'on leur posait la question, personne ne se souvenait avoir vu quelqu'un d'inconnu ou quoi que ce soit d'inhabituel ce jour-là. Ce qui était certain, c'est que les gens avaient du mal à comprendre ce qui s'était passé l'après-midi du 6 avril 1922, et sans preuve, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était deviner. Un homme, cependant, n'a pas échappé aux soupçons. Christophe Caramon, un colporteur de petits articles ménagers et ouvrier agricole occasionnel pour la famille Picard, avait été vu en train d'observer Pauline avec ce qu'un témoin a décrit comme un intérêt troublant le jour de sa disparition. Son passé n'a fait qu'alimenter davantage les soupçons, car il avait une réputation entachée et avait passé 5 ans en prison pour avoir agressé un jeune enfant. Les rumeurs ont vite circulé dans le village, surtout sur son comportement suspect. Certains villageois ont raconté l'avoir vu rôder près des enfants pendant qu'ils jouaient, son regard fixé sur eux d'une manière un peu trop insistante. D'autres affirmaient qu'il s'était renseigné sur les habitudes quotidiennes des enfants, un détail que beaucoup d'habitants trouvaient très inquiétant. Cependant, d'autres rejetaient ces récits comme de simples commérages, sceptiques quant aux preuves et prudents à l'idée de tirer des conclusions hâtives.
Malgré cela, un détail compliquait la situation. Christophe Caramon avait quitté le village vers midi, plusieurs heures avant la dernière apparition de Pauline. Malgré son passé et ses liens familiaux, il a été arrêté et interrogé sur la disparition de la fillette. Bien sûr, il a nié toute implication, affirmant qu'il n'avait rien à voir avec cela. En vérifiant son alibi, la police a trouvé plusieurs témoins, confirmant qu'il était dans un autre village à ce moment-là. On pensait que Pauline avait disparu sans aucune preuve contre lui. Il n'avait pas d'autre choix que de le relâcher. Pourtant, beaucoup de gens restaient sceptiques. Pour eux, c'était trop facile. Ils pensaient qu'il en savait plus qu'il ne l'admettait. Alors que les recherches continuaient, une nouvelle est arrivée le 6 mai de Cherbourg, port animé à plus de 400 km du village breton où Pauline avait disparu. Une petite fille y avait été retrouvée abandonnée dans les rues de la ville, et il a été rapporté qu'elle ressemblait fortement à l'enfant disparu. Les autorités l'avaient conduite à l'hôpital et, malgré son visage émacié et fatigué par l'épreuve. Lorsque Madame Marianne Picard a vu la photographie, elle était certaine qu'il s'agissait d'une photo de sa fille en regardant son mari. Elle a dit « Ma pauvre Pauline, comment a-t-elle pu s'éloigner autant ?» Elle sanglotait, ne comprenant pas comment la petite fille avait pu aller si loin. Les journaux ont rapporté qu'une enfant ressemblant à la petite fille avait été retrouvée abandonnée dans les rues de la ville. Cependant, les détails différaient sur la façon dont elle avait été retrouvée. Certains articles disaient qu'elle avait été laissée rue Coppel, d'autres qu'elle avait été récupérée chez une femme rue Crespel. Un récit affirmait qu'elle aurait été aperçue pour la dernière fois avec une femme mystérieuse en haillons. François et Marianne Picard partirent immédiatement, laissant derrière eux le seul monde qu'ils aient jamais connu. Le voyage fut long et déroutant. C'était leur première fois en train. Pour beaucoup de familles rurales en France, voyager en train restait rare, symbole d'un monde en mutation. Les Picards, qui avaient vécu selon les cycles de la nature, se retrouvèrent maintenant dans une grande ville industrialisée, avec ses rues animées, ses voitures et des bruits inconnus. À la campagne, leurs maisons étaient de simples constructions en pierre, avec des toits de chaume ou d'ardoise. Alors qu'à Cherbourg, les bâtiments s'élevaient haut. Les rues étaient bordées de boutiques, de cafés et de lampadaires électriques. C'était un contraste frappant avec leur paisible village où la cloche de l'église rythmait le temps et où les soirées d'hiver se passaient près de la chaleur du feu. Monsieur et Madame Picard arrivèrent le 8 mai et se précipitèrent ensuite à l'hôpital, le cœur battant d'un espoir désespéré. Là, un enfant frêle les attendait. Elle ressemblait à Pauline, mais elle était plus maigre, plus silencieuse, et, étrangement, elle ne les reconnaissait pas. Pire encore, lorsqu'ils essayèrent de lui parler, il était évident qu'elle ne comprenait pas un mot de breton. Le doute s'installa. Était-ce bien leur enfant? Si jeune, avait-elle oublié famille et langue? Les objets retrouvés ne clarifiaient rien. Les Picards ne purent en identifier aucun. Les médecins tentèrent de les rassurer, expliquant qu'elle souffrait probablement d'aphasie, un trouble qui peut survenir après une lésion cérébrale, un traumatisme ou une infection. Cependant, malgré leurs propos, un doute persistait sur la véritable identité de leur fille. Les autorités les ont encouragés à patienter, expliquant que Pauline, qui avait beaucoup souffert, mettrait du temps à se souvenir d'eux. Cette nuit-là, ils sont restés à l'hôpital, la regardant dormir, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui confirmerait qu'elle était leur fille. Le lendemain matin, bien qu'il ne soit pas encore totalement convaincu, François déclara publiquement qu'il était certain que la petite fille était bien Pauline. L'enfant fut placé sous leur garde à leur retour au village. Tous étaient soulagés que monsieur et madame Picard aient retrouvé leur fille, même si la plupart ont accueilli son retour avec prudence. La fille avait été retrouvée si loin, dans des circonstances si étranges, mais l'important était qu'elle soit rentrée chez elle. Pourtant, à huis clos, un malaise s'installa dans la maison des Picards. L'enfant restait étrangement silencieuse, ne montrant aucun signe de reconnaissance envers son environnement. Elle évitait les endroits que Pauline avait autrefois aimés, ne se précipitait jamais vers les champs, ni ne jouait près de la grange. Ses frères et sœurs pensaient tous que cet enfant était leur sœur, et les voisins l'acceptaient comme Pauline. Cependant, lorsque la petite fille fut emmenée dans la zone où elle avait disparu, elle devint visiblement bouleversée et se mit à pleurer de peur en voyant cela. Les infirmières ayant accompagné la famille en Bretagne étaient convaincues qu'il s'agissait bien de l'enfant disparu, désormais rentré chez elle,
et que la raison de tous les doutes était simplement qu'elle avait été submergée par tout ce qu'elle avait enduré. Cependant, François et Marianne Picard ne pouvaient pas ignorer tout ce qui se passait. L'enfant, silencieuse et renfermée dans leur maison, semblait mal à l'aise dans ce lieu familier. Elle ne les reconnaissait pas et ne parlait aucun mot de leur langue. Le 13 mai, un agriculteur local nommé Ismarton est venu voir l'enfant. Il l'observa attentivement, son expression indéchiffrable. Quelque chose chez elle, ou peut-être dans la situation, le troublait. Soudain, il se tourna vers François et Marianne. « La petite est rentrée, vous êtes sûr que c'est bien elle ?» Il y avait quelque chose d'étrange dans son ton qui mit tout le monde dans la pièce sur le qui-vive. Son visage se tordit sous l'effet d'une émotion que personne ne pouvait identifier. Puis, sans prévenir, il éclata d'un rire fou. « Mon Dieu, aidez-moi, je suis coupable !» cria-t-il d'une voix forte avant de s'enfuir de la maison. Le choc de son éclat fut étrange, car personne auparavant n'avait vraiment remis en question le fait que cet enfant puisse ne pas être Pauline. Les autorités l'ont rapidement arrêté et l'ont emmené dans un hôpital psychiatrique à Quimper, une ville historique de l'ouest de la Bretagne. Là, les médecins ont évalué son état mental. Mais sa confession énigmatique n'a fait qu'accentuer le mystère autour de la disparition de la fillette. 2 semaines plus tard, l'horreur a frappé à nouveau. Un cycliste traversant la campagne est tombé sur une scène épouvantable. Dans un fossé peu profond, partiellement dissimulé par l'herbe, gisaient les restes en décomposition d'un petit enfant. Le corps avait été atrocement mutilé et était méconnaissable. Non loin de là, une robe et une paire de chaussures tachées de sang étaient soigneusement pliées. La police a été contactée et bientôt tout le village s'est rassemblé sur les lieux pour voir le cadavre. Cependant, tout le monde a été choqué car toute la zone et le fossé avaient été minutieusement fouillés. Après la disparition initiale de Pauline, les gens ont commencé à se demander si le corps avait été discrètement placé là, en sachant qu'il serait découvert. Mais il y avait un second mystère qui ne fit qu'accentuer l'horreur. Non loin des restes de l'enfant, le crâne d'un homme adulte fut découvert. Ses traits étaient méconnaissables, impossibles à identifier. Qui était-il et pourquoi sa tête a-t-elle été retrouvée près du cadavre de la fillette? Les journaux étaient certains que le corps découvert était celui de Pauline Picard. D'autant plus qu'une robe et les chaussures retrouvées sur les lieux ont été identifiées comme étant exactement les mêmes que celles que la fillette portait le jour de sa disparition. François Picard pensait également au départ qu'il s'agissait de sa fille. Cependant, lorsqu'il a été interrogé par le commissaire, sa certitude a vacillé. Il a hésité et, en voyant le petit corps, a dit « Les vêtements et chaussures sont bien à elle, mais est-ce vraiment elle? L'autre enfant lui ressemble tellement. » Le même jour, un juge est arrivé pour prendre en charge l'enquête, car les autorités qui s'occupaient de l'affaire étaient confrontées à plus de questions que de réponses. Le docteur Poulissin a été le premier à examiner le corps. Il a constaté des signes de blessure et a ordonné qu'il soit envoyé à Châteaulane pour un examen plus approfondi. Un deuxième médecin a identifié une blessure à l'aine par arme blanche, d'environ 1 cm de long et 2 de profondeur. Bien que les premières constatations aient laissé penser à un meurtre violent, les enquêteurs ont commencé à envisager la possibilité que cet enfant soit mort d'exposition. Mais malgré l'autopsie, aucune cause claire du décès n'a pu être déterminée. Le juge a dû statuer sur l'identité de cette petite fille et a conclu que le corps retrouvé était bien celui de l'enfant disparu, Pauline Picard, et il a officiellement conclu que sa mort était accidentelle. Faute de preuves claires d'actes criminels, l'affaire a été classée, Pauline a été inhumée et elle a été enterrée dans un simple cercueil en bois blanc pour sa famille en deuil. Cela devait clore des semaines de recherche et d'incertitude. 1 mois plus tard, en juin 1922, de nouvelles rumeurs circulèrent dans toute la Bretagne. Certains affirmèrent que la petite fille était toujours en vie, qu'elle avait été enlevée et emmenée loin de chez elle. Une théorie particulièrement persistante suggérait qu'une famille riche l'avait enlevée et, pour dissimuler leur crime, avait laissé le corps de leur propre enfant décédé à sa place. Ces histoires soulevaient des questions difficiles. Si la fillette retrouvée à Cherbourg n'était pas Pauline et que le corps dans le champ n'était pas le sien non plus, qu'était-il réellement arrivé? Les spéculations prirent une telle ampleur que beaucoup pensaient que l'enquête serait rouverte, mais malgré l'incertitude, les autorités maintinrent leur décision. Aucune enquête supplémentaire ne fut menée et aucune recherche additionnelle ne fut effectuée. Faute de nouvelles preuves pour remettre en cause leurs conclusions, l'affaire resta officiellement close. La vérité demeurait hors de portée, laissant la famille Picard et les villageois avec des questions sans réponse
qu'il pensait ne jamais voir résolue. La fillette recueillie dans les rues de Cherbourg fut envoyée à l'orphelinat et nommée Marie-Louise Pauline. Mais avec le temps, quelque chose se produisit. Elle prit de l'assurance et se mit à parler un breton parfait. Elle n'avait aucun souvenir de ses origines, mais elle s'était rapidement adaptée, gagnant le surnom de « la fille au joli sourire ». Plusieurs familles ont cherché à l'adopter, mais elle est restée sous la garde des sœurs franciscaines jusqu'à ce que, tragiquement, 2 ans plus tard, en 1924, elle contracte la rougeole et meurt. Le destin de Pauline Picard reste un mystère. Était-elle vraiment la petite fille retrouvée à Cherbourg, enlevée puis ramenée sans aucun souvenir de son passé? Ou était-elle morte ce jour de printemps, son corps laissé pour être découvert seulement lorsque quelqu'un voulait qu'il le soit? Et si elle avait été remplacée, qui était alors l'enfant qui avait pris sa place? Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours. Et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.